Bonjour et bienvenue sur Ludisolo, la chaîne des débutants en jeux de société moderne. J'espère que vous allez tous bien depuis la dernière fois. Et aujourd'hui, comme vous le voyez, en ces prochaines fêtes de Noël, j'ai décidé de m'essayer un nouvel exercice que je n'ai pas encore essayé sur cette chaîne, qui est l'exercice du top 10. Alors, top 10, donc 10 jeux que j'ai sélectionnés pour vous. Alors, 10 plus 2, vous verrez pourquoi tout à l'heure. Que j'ai sélectionnés pour vous, que j'estime qui peuvent être joués en famille pour ces fêtes de Noël, en famille ou entre amis, qui sont abordables par des joueurs même débutants. Qui sont jouables en solo aussi, puisque je vous rappelle le but de cette chaîne, hein, ça s'adresse vraiment aux joueurs débutants, donc qui ne connaissent pas ou très peu les jeux de société moderne, qui ont envie aussi de partager ça avec leur entourage qui, lui, n'est pas forcément attiré parce que c'est compliqué, les règles sont complexes. Donc le fait de jouer en solo va permettre de vous entraîner pour pouvoir expliquer plus facilement les règles autour de vous, sans que ce soit trop compliqué à appréhender. Voilà, donc des jeux qui peuvent se jouer en solo et multijoueur pour la grande majorité de ce que je vais vous présenter, et qui restent des jeux familiaux puisque c'est un petit peu le thème des fêtes de Noël. En préambule, je voudrais remercier tous les nouveaux abonnés. Vous êtes presque 400 maintenant, donc belle progression. Donc merci à tous. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir régulièrement les notifications des nouvelles vidéos. Et puis, je vais vous faire gagner en ces fêtes de Noël. Je vais faire un petit concours. Donc, il va être très rapide par contre, puisque je vais vous expliquer pourquoi par la suite. Mais il va falloir me répondre très vite si vous voulez participer. Je vais vous laisser 2-3 jours. Je vais vous laisser jusqu'à dimanche soir, on va dire. Pour me répondre. Donc vous me mettrez en commentaire à la fin de la vidéo quel est pour vous le jeu que vous avez envie de jouer en famille ou en solo à Noël. Et je vais vous faire gagner un petit chéquier de bons de réduction. Alors c'est un petit chéquier d'Asmodée. Alors je tiens à préciser que je ne suis pas du tout sponsorisée par Asmodée, absolument pas. Mais Asmodée faisait une distribution de carnets de bons de réduction sur son site. Et donc j'avais laissé mon mail pour recevoir ce carnet de réduction. Et il se trouve que les jeux qui m'intéressaient dedans, je les ai déjà. Et ceux qui ne m'intéressent pas, donc je ne compte pas les acheter. Donc je ne vais pas me servir du tout de ce carnet. Donc je vais le faire gagner à l'un d'entre vous. Je ferai un tirage au sort, donc parmi tous les commentaires, votre meilleur jeu pour Noël. Pourquoi est-ce que c'est très rapide? Parce qu'en fait ce carnet est valable, je ne m'en étais pas rendu compte, jusqu'au 30 novembre. Donc voilà, si je l'envoie lundi matin, vous aurez encore presque une dizaine de jours pour faire vos emplettes. Donc c'est pas 100 € d'un coup, hein, c'est 10 € sur différents jeux qui sont dans le calepin. Alors il y a Jamaïca, Abyss, Paléo, Perudo, Dice Forge, Mascarade, Azul Pavillon d'été, quelques jeux pour enfants, Bataille à Poudlard de Harry Potter, un très bon deck building aussi, si vous souhaitez démarrer le deck building, très bon deck building. Small World, et voilà. Donc vous avez 10 € de réduction si vous achetez le jeu Jamaïca par exemple. C'est uniquement valable en boutique par contre. Donc, et vous aurez jusqu'au 30 novembre. Donc il faudra se dépêcher. Voilà. Je parlerai du gagnant dans ma prochaine vidéo. Ça ne sera pas forcément lundi, hein, mais en tout cas, sachez que le tirage au sort sera fait dimanche soir. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui 10 jeux qui sont des jeux qu'on appelle passerelles ou gateway games en anglais, puisqu'il y a beaucoup de termes anglais toujours. Donc des jeux qui sont abordables par des joueurs débutants ou quasiment débutants, mais qui restent des jeux qui sont quand même stratégiquement intéressants, qui ne sont pas des jeux non plus pour bébés entre guillemets. Donc la plupart vont commencer en moyenne à partir de 10 ans, certains à partir de 8 ans, d'autres à partir de 12 ou un même 14 je crois, mais voilà, dans l'ensemble c'est des jeux que vous pouvez jouer en famille, mais que vous pouvez jouer aussi très bien en solo et y trouver beaucoup d'intérêt. C'est pas, voilà, c'est des jeux qui sont des jeux, ce qu'on appelle passerelle entre le monde du jeu classique Monopoly et puis le monde du jeu de société moderne où on va trouver des jeux extrêmement complexes qui ne sont pas notre objet aujourd'hui.
Donc je vais présenter certains jeux que certains d'entre vous vont connaître évidemment. Mais il faut savoir que donc cette chaîne s'adresse vraiment aux débutants aussi. Donc les débutants, il y en a probablement parmi vous qui ne connaissent pas ce que je vais présenter du tout. Et donc c'est bien sûr avant tout pour vous que je fais cette présentation. Alors les jeux, c'est pas un ordre de préférence, hein, puisque c'est des jeux qui sont dans des domaines totalement différents, vous allez voir, des mécanismes différents, des thèmes différents, des publics différents quand même malgré tout. Donc il n'y a pas de préférence entre le 9e et le premier, c'est juste 10 jeux que j'aime et que je trouve adaptés à la circonstance des vacances de Noël. On commence tout de suite avec le premier. Alors le premier, c'est Unlock et toute la gamme des Unlock. Alors bien sûr, ceux qui connaissent déjà les jeux de société ont joué probablement à plusieurs boîtes d'Unlock, mais je m'adresse donc aux débutants. Donc Unlock, qu'est-ce que c'est? Unlock, c'est ce qu'on appelle un escape game. Alors les escape rooms, vous en avez sans doute entendu parler, ce sont des jeux en grandeur nature, hein, où des gens se réunissent dans une pièce, il y a des indices, donc c'est préparé à l'avance bien sûr, il y a des indices et on doit essayer de trouver la résolution des indices pour arriver à sortir de la pièce. Donc ça peut se jouer dans différents endroits, aujourd'hui il y a même des escape rooms dans des bateaux, il y a des gens qui organisent ça, c'est très à la mode et très sympa. Et à un moment donné, en 2017, donc Cyril Demegde, je ne sais pas si je prononce bien son nom, excusez-moi, a eu l'idée de refaire un jeu de société. Donc ça s'appelle Unlock, c'est édité par Space Cowboys, c'est un jeu qui s'adresse à 10 ans et plus, pour des parties de 60 minutes environ, et pour 1 à 6 joueurs. Sachant que la meilleure configuration, c'est, je dirais, 2-3. Quand on est tout seul, c'est parfois difficile de résoudre les énigmes. Si on est coincé, on n'a personne pour se motiver, avoir une idée différente. Donc ça peut être bloquant par moment. Et puis si on est plus de 3, tout le monde ne va pas forcément profiter du jeu, parce que vous allez voir, ça se joue sur des cartes. Donc c'est quand même assez petit, donc si on est 6 autour de la table, c'est difficile pour tout le monde d'arriver à avoir toutes les cartes et de chercher autant que les autres les différents indices. Voilà, donc plutôt meilleure configuration de 3, mais bien sûr on peut y jouer de 1 à 4 sans aucun problème déjà, je dirais. Donc c'est un jeu qui a eu un énorme succès depuis 2017, il a eu l'As d'or de Cannes en 2017. Et aujourd'hui, il compte 11 boîtes, dont une très récente qui vient de sortir, Unlock Kids, qui est vraiment destinée plus aux petits. Et puis 10 boîtes, dont même une thématique sur Star Wars. Et une nouvelle qui va sortir très prochainement sur des thématiques de jeux de société. C'est-à-dire qu'ils ont fait une passerelle entre Unlock et d'autres jeux, avec une qui va se passer dans le monde de Pandémie, une qui va se passer dans le monde de Mysterium et une qui va se passer dans le monde des Aventuriers du Rail. 3 célèbres jeux, passerelles également, et familiaux. Voilà, donc à chaque fois, vous avez 3 aventures. Vous avez plutôt une facile, une moyenne, une difficile. Et sur des thèmes, alors vous voyez ici, celui-là, c'est Sherlock Holmes, c'est le dernier qui est sorti. Hein, c'est Sherlock Holmes, c'est un monde plus de voitures, et puis Robin des Bois. Vous avez des thèmes comme Alice au Pays des Merveilles, dans d'autres boîtes, comme Le Magicien d'Oz, comme Star Wars, je vous ai dit. Enfin vraiment, c'est à chaque fois 3 aventures qui sont dans des mondes totalement différents. Et alors par contre, ça se joue avec une application. Donc il faut charger une application sur votre téléphone. Donc les gens qui seraient complètement contre le fait de jouer avec une application et jouer avec un téléphone pendant qu'ils jouent aux jeux de société, ce que je peux comprendre, ce jeu ne serait pas pour vous. Maintenant, l'application dans Unlock, elle est vraiment peu présente, notamment dans les boîtes anciennes, un peu plus dans les boîtes récentes, mais elle est peu présente, elle est juste là pour faire un compte à rebours, puisque ça se joue en temps limité. Et elle est là aussi pour donner la résolution, alors pour donner des indices quand on est bloqué, et puis pour taper des codes, puisque nos indices vont nous permettre d'arriver à des codes qu'on va taper dans l'application et qui vont nous donner la suite des indices, nous dire maintenant vous avez trouvé la bonne réponse, allez vers telle carte et continuez l'aventure. Donc voilà, l'application indispensable, mais reste peu présente par rapport aux cartes qui sont vraiment l'essentiel du jeu. Donc vous n'avez pas l'impression de jouer à un jeu vidéo si c'est le problème.
Donc, comment ça se joue? Vous allez avoir des cartes avec des numéros et vous allez devoir par moment... Alors, sur les cartes, il y aura par moment des indices cachés que vous allez essayer de découvrir dans les images. Il y aura des numéros sur ces cartes et certaines cartes peuvent être associées ensemble. Par exemple, ici, vous avez trouvé une clé et une commode. Eh bien, si vous associez la carte 11 et la carte 35, vous allez additionner les deux nombres, trouver un autre nombre, révéler la carte 46. Et si vous n'êtes pas trompé, si vous avez associé les bons objets, vous allez découvrir une commode qui est désormais ouverte avec dedans peut-être un trésor ou un autre indice qui vous mènera vers une autre carte. Voilà, donc c'est le principe du jeu. Et alors, je vous conseille au niveau du choix des boîtes de commencer peut-être pas par la dernière, peut-être pas forcément par la première non plus. La toute première s'appelle Escape Adventure, je crois. Mais disons que plus les boîtes sortent, plus il y a de richesse dans les indices, dans la façon de les présenter, dans les dessins sur les cartes, dans les mécanismes d'indices et de découverte d'indices. Donc ça évolue. Donc les premières boîtes étaient excellentes, mais plus ça va, plus l'évolution des choses avance. Et si vous jouez, vous allez forcément avoir envie d'y rejouer. Vous allez acheter une boîte et je vous garantis dans 95% des cas, vous allez avoir envie d'en acheter une deuxième, voire plus. Donc, si vous commencez par la dernière, si vous prenez ensuite une plus ancienne, vous serez peut-être un peu déçu du fait que ça sera peut-être moins peaufiné, moins extraordinaire que la dernière. Voilà. Donc, elles sont toutes bien, mais il y a une évolution. En choisissant bien sûr les thèmes que vous préférez, puisqu'il y a toutes sortes de thèmes d'aventure. Mais voilà, commencez pas forcément par la dernière, sauf si vraiment vous avez décidé d'en acheter qu'une. Et donc Unlock, très très bon jeu d'escape room. Donc à chaque fois, vous devez essayer de sortir d'un endroit en résolvant des indices. Alors, deuxième style de jeu très adapté à un jeu familial ou entre amis qui n'est pas trop compliqué à appréhender, c'est le jeu d'enquête. Alors, le jeu d'enquête ici avec Chronicles of Crime. Donc, le jeu d'enquête, c'est également un petit peu comme le jeu d'escape. Donc, vous allez avoir des indices, vous allez devoir résoudre un mystère, mais cette fois-ci, ça va être une enquête sur un meurtre, sur un événement qui s'est produit. Et non plus, le but n'est plus de sortir d'une pièce, mais de résoudre l'enquête. Donc ici, je vais vous présenter Chronicles of Crime, enquête criminelle. Donc c'est le premier de la série des Chronicles of Crime qui est sorti. C'est un jeu de David Sicurel qui est édité par Lucky Duck Games. Il se joue de 1 à 4 joueurs. Donc là encore, comme pour Unlock, hein, c'est 4, ici on dit 4, et effectivement c'est la configuration maximale. Après, on peut toujours amener un 5e joueur, mais il va avoir du mal à profiter de tout, parce qu'il va y avoir beaucoup de monde autour de la table, puisqu'il va falloir à nouveau chercher des indices. C'est un jeu qui se joue de 60 à 90 minutes, et pour des joueurs à partir de 12 ans. Sachant que vient de sortir également donc une nouvelle boîte qui s'appelle Kids Chronicles, qui est dédiée plus spécialement aux enfants dans un monde de magie, qui est très très sympa aussi, qui est sur le même principe que ce jeu. Donc ce jeu se joue également avec une application qui est plus présente que dans Unlock, parce que vous allez, en fait, ça va se fonctionner sous le principe de QR code. Donc vous allez avoir des QR codes sur vos cartes. Vous voyez ici, vous avez des personnages. Donc vous avez un plateau sur lequel vous allez mettre progressivement des lieux au fur et à mesure des indices. Des lieux sur lesquels vous allez mettre des cartes personnages, dont on va vous parler également régulièrement dans l'histoire. Et ces personnages, ces lieux, ces enquêteurs ont des QR codes. Et vous allez scanner avec votre téléphone le QR code. Et lorsque vous voulez interroger cette personne, vous scannez le QR code et la personne va répondre à vos questions et faire avancer l'enquête. Voilà, donc là encore, on n'a pas l'impression de jouer à un jeu vidéo, hein, parce que tout se passe quand même sur les cartes et sur le plateau, mais il y a beaucoup de texte à lire par contre dans l'application quand on va scanner et que les gens vont nous répondre ou qu'on va trouver des indices. Autre chose très très bien dans Chronicles of Crime, c'est qu'il y a des scènes en réalité augmentée, si on peut dire, entre guillemets.
sur votre téléphone ou votre tablette. Vous allez pouvoir installer, alors je crois que c'est que sur le téléphone d'ailleurs, vous allez pouvoir installer des petites lunettes qui vous permettent de voir en 3D, qui sont vendues malheureusement à part du jeu. C'est un petit peu dommage, c'est bien que ça soit ajouté à l'intérieur, mais bon, c'est en option en plus. Et si vous mettez ces petites lunettes de réalité virtuelle, vous les voyez ici, vous allez pouvoir voir la scène du crime en 3D. C'est-à-dire à des moments, vous allez scanner un lieu et vous allez avoir une animation 3D et en tournant autour de vous avec votre téléphone, vous allez pouvoir avoir l'impression de tourner dans la pièce et vous allez pouvoir regarder au plafond, au sol, c'est très très bien fait. Suivant l'orientation de votre téléphone, vous voyez, vous regardez en même temps et vous allez voir tout ce qui se passe dans la pièce ou sur le lieu du crime. Et vous allez pouvoir dire, bah tiens, je vois un papier par terre, par exemple, et les autres joueurs vont chercher les cartes indices, la carte papier, et on va la scanner et elle va nous révéler de nouveaux indices, etc. Donc c'est très très vivant, comme c'est très immersif. Voilà, du fait de ces parties en réalité augmentée. Donc c'est un jeu très sympa. Alors tout le monde se bat pour voir, parce qu'évidemment un seul joueur peut voir la scène, donc et les autres vont essayer de ramasser les indices sur les cartes pendant que le joueur décrit ce qu'il voit. Donc chacun à son tour, on peut faire l'opération dans différentes parties du jeu. Mais voilà, c'est très novateur, ça n'existait pas avant, hein, et c'est très immersif, c'est très sympa comme jeu. Alors, il existe celui-ci, il y a quelques enquêtes dedans, il y a de nouvelles enquêtes qu'on peut télécharger sur l'application, certaines, je crois, gratuites, d'autres payantes, mais c'est de l'ordre de 4 €, donc il y a beaucoup de rejouabilité, parce qu'il y a beaucoup de nouvelles enquêtes. Il y a de nouvelles boîtes qui sont sorties qui s'appellent Chronicles of Time Millennium, qui sont des boîtes indépendantes, une qui se passe en 1400, 1900, 2400. Donc beaucoup de possibilités de nouvelles aventures. Il y a également sur cette boîte-là 2 boîtes d'extension, je crois, qui existent. Bref, très rejouable, très sympa, très immersif. Puis les enquêtes, c'est toujours quelque chose qui marche bien, surtout en famille, c'est très, très agréable. Et puis même tout seul, hein, c'est excellent à jouer tout seul aussi. Donc vraiment, vraiment, je vous conseille Chronicles of Crime, enquête criminelle. On va rester encore un tout petit peu dans l'enquête avec un jeu également très très novateur, alors que vont connaître tous ceux qui sont déjà dans le monde du jeu de société, mais que ne connaissent peut-être pas les débutants, qui s'appelle Micro Macro Crime City. Alors très récent, puisqu'il est sorti l'année dernière, et il a eu un succès fou. Donc il a eu l'As d'Or à Cannes également. Alors c'était pas encore indiqué sur cette boîte parce qu'elle était sortie avant, mais désormais vous aurez dans les prochaines éditions l'As d'Or, et puis il y a une deuxième boîte également qui vient de sortir. Donc un jeu d'enquête, mais alors très différent, puisque il va se jouer sur une carte géante. Alors c'est un jeu qui est édité par Spielweise et distribué en France par BlackRock, qui est un jeu de Johannes Sitch, qui se joue à partir de 8 ans, pour des parties de 15 à 45 minutes, et toujours même principe pour les jeux d'enquête en général, de 1 à 4 joueurs. Voilà, donc il va se dérouler sur une carte géante, qui est noir et blanc, vous voyez, qui est vraiment géante puisqu'elle fait 75 par 110 cm, et sur laquelle vous avez une ville avec des tas de petits personnages et qui en fait sont en train de commettre des crimes. C'est pour ça qu'ils sont à Crime City. Donc vous avez des cartes et différentes enquêtes dans le jeu. Et vous allez donc commencer une enquête. Donc par exemple ici, il n'y a plus de chat en ville. Il n'y a plus un chat, tous les chats ont été assassinés par quelqu'un en ville. Donc vous allez devoir répondre à différentes questions. Où se trouve l'arme du crime, où habitait la victime, etc. Et donc vous allez chercher tous ensemble sur la carte, ou en solo si vous jouez en solo, très bien aussi. Vous allez chercher sur la carte les différents indices qui vont vous permettre de résoudre cette énigme. Vous avez une loupe au cas où vous avez du mal à voir de près, et ça se joue très facilement tout de suite, hein, très peu de règles, c'est très rapide, on rentre tout de suite dans le jeu. Il y a 16 enquêtes dans cette première boîte, une autre boîte donc est sortie. Dans la deuxième boîte, ils ont fait une différence, je crois, entre des enquêtes plus spécifiquement adressées aux enfants et plus spécifiquement adressées aux adultes.
parce que dans celle-ci, il y avait quelques histoires qui étaient peut-être un peu limites. Alors bon, c'est pas trash, hein, mais des choses un petit peu, peut-être sur des principes un petit peu immoraux pour les enfants. Donc ils ont, dans la deuxième boîte, ils ont séparé, je crois, il y a des enquêtes plus spécialement adaptées pour les jeunes ou pour les plus âgés. Voilà, donc très très bon jeu, très marrant. Rien, quasiment pas de règles à lire, on rentre tout de suite dans le jeu, la carte est très grande, donc on peut y jouer à 4 sans problème là pour le coup, parce qu'on voit vraiment, tout le monde peut voir la carte en même temps. Donc voilà, très très bon jeu, très novateur et qui a fait un grand succès, et qui est vraiment très très chouette aussi. Alors on va faire une pause dans les enquêtes et on va revenir plus à un party game, donc un jeu qui peut se jouer à plus de joueurs et qui s'appelle Match 5. Alors Match 5, c'est un jeu de Synapse Games, un jeu de Carl Brière et des illustrations de Silly Jelly, qui peut se jouer de 2 à 8 joueurs. Alors, vous pourriez y jouer en solo, en fait, c'est pas impossible. Maintenant, évidemment, ça perd de l'intérêt et du fun, mais ça pourrait se jouer en solo. Pour 10 ans et plus, pour des parties de 20 minutes. Alors, Match 5, c'est un jeu de lien entre des mots. Alors, il n'y a pas grand-chose derrière la boîte pour vous expliquer, donc je vais l'ouvrir exceptionnellement rapidement. Donc, vous avez des petits papiers pour répondre. Vous avez des dés avec des dessins dessus. Et puis, vous avez des cartons. Donc, au début du jeu, on va sortir 5 cartons de couleurs différentes. Les dés correspondants. Donc, vous avez 2 cartons jaunes parce qu'à chaque fois, vous avez des mots différents dessus. Ils sont tous recto-verso, donc beaucoup de rejouabilité. Mais à chaque fois, vous allez prendre un de chaque. Donc, soit recto, soit verso pour chaque. Vous avez 2 possibilités de choix. Et vous allez sortir les dés correspondants au carton en question. Et vous allez lancer les dés de chaque couleur. Donc, mettons que je lance le dé jaune et que je tombe sur arbre. Donc, je vais, pour ce tour-ci, le mot jaune sera forêt. De la même manière, on va choisir un mot, enfin, on va au hasard désigner un mot ou un, vous voyez, chanteur, Walt Disney, ou quelque chose pour chaque couleur. Une fois que donc on a un mot désigné dans chaque couleur, qui donc s'est fait au hasard au début du jeu, on va mettre en route le sablier et puis on va devoir essayer de trouver sur notre petite fiche des mots qui sont des associations à chaque fois de 2 thèmes, de 2 couleurs. Donc par exemple, lorsqu'on doit remplir ici un mot qui une association entre le rose et le blanc, eh bien si par exemple le dé rose était sur Walt Disney et puis le dé blanc était sur jeune nouveau, eh bien on pourrait répondre par exemple Bambi, un jeune de Walt Disney qui est dans un univers de Walt Disney. Et on va devoir faire ça pour toutes nos associations de couleurs. Sur la fiche, vous avez 2 tours de jeu. Donc, premier tour de jeu, c'est tout ça. Donc, il y a toutes les associations de couleurs possibles avec 2 couleurs. Et puis après, la deuxième manche, ce sera ici. Et à la fin, vous avez les points des 2 manches et le total final. Donc, chacun va trouver ses mots pendant le temps imparti. Et ensuite, on va confronter les mots. Si une seule personne a trouvé un mot, elle va marquer 1 point, à condition qu'il soit accordé bien sûr par les autres joueurs. Et si plusieurs personnes ont trouvé le même mot, chacune va marquer 2 points. Donc le but, c'est non seulement de trouver des mots qui soient des associations de chaque, mais également des mots que les autres ont pu penser aussi. Donc il va falloir aussi essayer de se mettre à la place des autres joueurs pour essayer de se dire qu'est-ce que eux, ils auraient trouvé comme mot en association avec ça. Voilà. Donc un peu délicat parfois de jouer par exemple avec des adultes et des enfants parce que vous n'allez pas forcément avoir les mêmes associations d'idées, ou alors il faut que vous mettiez à la place de votre enfant pour se dire lui qu'est-ce qu'il aurait pensé que ça serait. Voilà, c'est un peu peut-être difficile de jouer avec des personnes d'univers très différents, mais bon, c'est intéressant aussi d'essayer de se mettre à leur place pour voir si on y arrive. Voilà, donc c'est sans prétention, mais c'est très sympa à jouer. Ça passe un bon moment. Et voilà, on peut y jouer jusqu'à 8 joueurs. Et c'est très agréable comme jeu. Voilà pour match 5. Créer des liens, combiner vos esprits.
Alors, le jeu suivant est un petit roll and write. Alors, les roll and write sont pas forcément des jeux qui sont toujours très conviviaux au niveau du partage, parce qu'on est souvent un petit peu chacun sur sa feuille à cocher des choses, puisque je rappelle, pour les débutants, le roll and write, conseille d'aller voir ma vidéo sur ce thème. On va cocher des cases, on va lancer des dés et on va avoir des feuilles sur lesquelles on va cocher des cases. Pour avoir des bonus, pour avoir des points, etc. Et à la fin, celui qui aura le plus de points gagnera la partie. Donc il existe des roll and write dans plein de thèmes. Et bien souvent, donc chacun est un petit peu sur sa feuille à cocher des numéros. Et puis, bon, c'est pas forcément très très convivial. Il y a certains jeux où il y a des interactions quand même entre les joueurs, mais pas forcément toujours. Alors dans celui-ci, justement, il y a un peu plus d'interactions. Et puis en plus, je le trouve très original par rapport au jeu roll and write en général, parce qu'il a un petit mécanisme qui est inédit dans les jeux de roll and write. Il s'agit de Torpedo Dice. En plus, il n'est pas très connu, donc je serais contente si je le fais découvrir à quelques-uns d'entre vous qui connaissent déjà bien ce style de jeu. Donc Torpedo Dice, c'est un jeu édité par Oz Éditions. C'est un jeu de Chris James et Stéphane Escapa. Donc ça peut se jouer de 1 à 4 joueurs à partir de 8 ans et pour des parties de 15 minutes, donc assez rapide. Donc le thème c'est les sous-marins, donc vous allez devoir torpiller les sous-marins ennemis. Donc vous allez avoir chacun un petit plateau de jeu, une grille à cocher. Alors ces grilles sont plastifiées, donc vous pouvez y rejouer éternellement, il n'y a pas besoin de racheter de carnet de grilles. Et puis vous allez donc écrire dessus avec des petits feutres qui sont fournis dedans. Et le but du jeu, ça va être de torpiller le sous-marin de votre adversaire. Donc il y a quand même de l'interaction parce que vous allez essayer de torpiller le sous-marin ou alors d'améliorer votre propre sous-marin pour essayer de mieux pouvoir torpiller l'ennemi. Voilà, donc il y a 2 niveaux de difficulté, un niveau basique pour démarrer, un niveau plus complexe. Et donc on va lancer des dés. Et où est le mécanisme original? C'est qu'en fait, au lieu de se servir des nombres indiqués, des chiffres indiqués par les dés, comme dans la plupart des roll and write, vous avez un 5, et ben donc vous allez cocher un 5. Là, on ne va pas se servir des chiffres indiqués par les dés, on va se servir de la position des points. C'est-à-dire qu'en fait, si vous avez un 3, vous allez pouvoir cocher 3 points qui sont en diagonale, comme sur le schéma d'un dé. Si vous avez 5 points, bah vous allez pouvoir à un endroit cocher 5 points selon la façon dont les points sont placés sur votre D5. Voilà, donc c'est de cette façon qu'on va remplir les cases. Alors, il y a des cases qui correspondent à des points vitaux du sous-marin ennemi. Donc, si vous arrivez à toucher ces points vitaux, vous allez réussir à détruire votre sous-marin. Ou bien vous serez détruit en premier si l'autre est plus efficace. Voilà. Donc il y a de l'interaction, il y a cette originalité. Puis bon, c'est facile aussi pour les plus jeunes parce que du coup, on va juste mettre les points de la même manière qu'ils sont placés sur le dé, sur le dessin. Donc voilà, c'est accessible aux jeunes et en même temps très stratégique. Et ça donne des parties très sympathiques, surtout quand on passe au niveau de difficulté 2. Voilà, il y a beaucoup de rejouabilité aussi et on passe des moments très agréables avec Torpedo Dice. Alors un jeu dans un tout autre domaine dont j'ai déjà parlé, j'ai fait une vidéo de ce jeu concernant la gestion de ressources. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo. Il s'agit du jeu Agricola Famille. Alors Agricola est un jeu qui était très novateur à l'époque lorsqu'il est sorti. C'est un jeu d'Uwe Rosenberg, tout comme Agricola Famille bien sûr, qu'il a réadapté pour un jeu plus familial. C'est un jeu édité par Funforge, qui peut se jouer en solo et jusqu'à 4 joueurs pour des parties de 45 minutes et à partir de 8 ans pour celui-ci. Donc c'est un jeu qui est vraiment extrêmement pédagogique pour découvrir le placement, la pose d'ouvriers, le placement d'ouvriers et puis la gestion de ressources. Donc ça se passe dans une ferme, vous êtes des fermiers et vous devez gérer les ressources, donc planter du blé, élever des animaux, agrandir votre ferme et obtenir ainsi le plus de points de victoire pour gagner la partie. Donc c'est vraiment un jeu qui est accessible à tous, qui est accessible aux jeunes et qui en même temps reste très intéressant pour les adultes.
un petit peu limité en solo, dans le sens que vous allez faire 2-3 parties et puis vous allez vite en avoir assez de regarder votre score, et si votre score est meilleur que la fois d'avant, surtout que les mécaniques sont toujours un petit peu les mêmes, donc ça va être vite lassant en solo. Par contre, très bien à plusieurs joueurs, parce que le placement d'ouvrier, ça veut dire aussi que quand vous placez un ouvrier à un endroit, l'autre ne peut plus placer à cet endroit. Donc il va devoir élaborer une stratégie qui parfois va être contrecarrée par l'autre joueur. Et donc à plusieurs, ça prend tout son sens. Et là, on va pas pouvoir élaborer la même stratégie à chaque partie parce qu'on va être gêné par les autres. Alors que quand on joue en solo, on peut à la limite refaire 2 parties en mettant exactement les mêmes ouvriers aux mêmes endroits. Donc ça perd vite de l'intérêt. Mais par contre, c'est très bien en solo pour apprendre le jeu et pour vous permettre de l'expliquer ensuite à tout votre entourage. Donc c'est un jeu agréable à jouer aussi pour les jeunes, parce que ça parle d'animaux, de fermes, etc. C'est très mignon. Il y a des petits meeples d'animaux. Un grand plateau de jeu. Encore une fois, allez voir la vidéo d'explication, j'explique toutes les règles. C'est pas très compliqué à comprendre et c'est très agréable à jouer en famille. Et là, vraiment, ça va vous faire découvrir en plus des mécanismes qui sont vraiment les mécanismes de base des jeux de société modernes et qui vont vous permettre d'aborder par la suite des jeux plus complexes si c'est ce que vous recherchez. Un jeu maintenant de déduction qui est sorti il n'y a pas très longtemps, il est assez récent. Un jeu de déduction solo et familial également qui s'appelle À la recherche de la planète X. Alors, À la recherche de la planète X, c'est un jeu de Ben Rossett et Matthew O'Malley qui est édité par Renegade Games et Ori Games en France et qui va donc consister à découvrir une planète X par un système de déduction. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est un jeu très familial également, qui reste néanmoins un peu complexe, mais qui peut tout à fait se jouer en famille, qui est de 1 à 4 joueurs pour des parties de 60 à 75 minutes, à partir de 12 ans. Voilà, qui se joue également avec une application pour le coup, puisque à chaque fois vous allez avoir des indices avec l'application et vous allez remplir une petite fiche de déduction, si vous voulez, un petit peu comme le Cluedo, mais en beaucoup plus complexe que le Cluedo, où à chaque fois vous allez avoir des indices qui vont vous permettre de cocher des cases, soit pour vous dire non, c'est sûr que la planète n'est pas là, ou bien c'est sûr qu'il y a une possibilité qu'elle soit ici. En plus de ça, vous allez apprendre beaucoup de choses sur les planètes et sur le système solaire. Voilà, ça a été fait en partenariat avec le magazine Espace, hein, donc il y a également des éléments scientifiques tout à fait valables et reconnus dans ce jeu. Donc si vous avez un entourage qui est fan d'espace, de planètes, et y compris avec des jeunes et vos enfants s'ils s'intéressent beaucoup à ce domaine, ce qui est souvent le cas à un certain âge, et bien voilà, un jeu très familial, donc qui peut se jouer encore une fois en solo pour l'apprendre, et qui est très agréable à jouer en famille. Dans un style encore une fois très différent, le jeu Magic Maze. Alors Magic Maze, c'est un jeu plus ancien, un jeu de Casper Lapp et illustré par Guillaume, qui est édité par Sit Down, qui est un jeu qui peut se jouer de 1 à 8 joueurs pour des parties de 15 minutes, donc là très courtes, mais vous aurez envie d'en refaire plusieurs, je pense. Et puis à partir de 8 ans, donc très adapté aussi à un environnement familial. Donc c'est un jeu qui va se jouer en temps réel, donc avec un sablier. Donc vous êtes des héros qui ont été dépouillés de tous leurs biens et qui donc vont se donner rendez-vous dans un centre commercial pour essayer de dérober de nouveaux équipements pour repartir à l'aventure. Seulement, les gardes vont essayer de les attraper avant qu'ils arrivent à ressortir avec leur larcin du centre commercial. Donc ce jeu se joue en temps réel et chaque joueur va avoir des cartes avec des directions ou éventuellement d'autres petites capacités. Et chacun ne va pouvoir aller que dans une direction. Donc c'est un jeu qui est coopératif, où tous les joueurs vont pouvoir avancer tous les héros, mais chacun ne pourra l'avancer que dans la direction à laquelle il est autorisé de l'avancer. On n'a pas le droit de parler, donc il va falloir que chaque joueur
essaye d'avancer tel héros vers tel endroit, suivant l'endroit où il peut l'avancer. Donc, mettons que je suis ce joueur, je ne peux avancer que vers la gauche ou passer par un passage secret qui va m'amener à un autre endroit. Donc, je vais à tel moment décider que le joueur vert, ça serait bien qu'il aille au passage secret vert. Donc, je vais laisser l'autre joueur le descendre et puis ensuite, moi, je l'amènerai vers ici. Voilà, tous ces mouvements doivent se faire en temps réel avec le sablier et il faut essayer de récupérer les équipements et de s'enfuir avant que les gardes ne vous rattrapent. Donc, au fur et à mesure du jeu, on va avoir différents petits tuiles, plateaux qui vont s'ajouter et le centre commercial va devenir de plus en plus grand et on va récupérer nos petits objets et essayer de s'échapper. Donc voilà, c'est un jeu très rigolo à jouer en famille, ça va vite, on n'a pas le droit de parler, on a simplement un pion qui s'appelle fait quelque chose, qui va indiquer à l'autre joueur qu'on attend de lui qu'il fasse un mouvement qu'il n'a pas encore fait, mais on n'a pas le droit de parler pour lui dire quel mouvement il doit faire. Voilà, donc tous les joueurs jouent en mode coopératif, tous les joueurs peuvent bouger nos 4 héros, mais seulement avec le déplacement auquel ils sont autorisés par la carte qu'ils ont piochée au début du jeu. Jeu en temps réel, donc du coup beaucoup d'ambiance, en même temps on n'a pas le droit de parler, donc il faut essayer de faire les choses en fixant la personne ou en lui mettant le pion et dire fais ça, et voilà, il faut faire tout ça très rapidement, c'est très rigolo, c'est un très bon jeu familial. Alors on arrive dans des jeux de plus en plus gros avec ici un jeu qui vient de sortir qui s'appelle Fruitopia. Donc Fruitopia, c'est un thème très simple, mais avec un très joli matériel. Donc ça plaira aussi à tout le monde autour de vous, qui se joue à partir de 10 ans, de 1 à 4 joueurs, qui est édité en France par Gigamic. Et les parties sont à peu près de 45 minutes. Il y a plusieurs niveaux de difficulté aussi, donc on peut passer plus ou moins de temps. Donc dans Fruitopia, vous avez de gros fruits, donc c'est un thème sur les fruits. Vous devez livrer des fruits à des bateaux. Vous avez de gros fruits en bois, donc très joli matériel. Vous avez un plateau de jeu qui est basé sur la mécanique du taquin. Le taquin, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est quand, vous savez, vous avez un carré comme on avait autrefois, des petits carrés en plastique avec des petits carrés à bouger. Il fallait par exemple reconstituer une image en bougeant les carrés pour les déplacer les uns par rapport aux autres. Petit casse-tête, eh bien les plateaux en fait sont constitués sur cette mécanique. C'est-à-dire que vous allez bouger vos petites tuiles de fruits et suivant du nombre de cases que vous allez les bouger, vous allez pouvoir récupérer la quantité correspondante de fruits. Autour de votre petit plateau, vous avez des bateaux avec des missions, c'est-à-dire que donc tel bateau voudra 3 bananes et 2 citrons verts, donc vous allez bouger votre citron. Donc à chaque fois que vous allez remplir une mission sur un bateau, vous allez pouvoir enlever le bateau pour récupérer des points. Et donc vous aurez plus de place sur votre plateau de jeu pour déplacer vos fruits de plus grande distance et donc récupérer de plus en plus de fruits. À chaque fois que vous marquez des points, vous allez mettre vos points sur ce plateau de score. Et puis vous avez d'autres petites tuiles qui vont vous permettre de gagner des bonus, de gagner des points, etc. Donc c'est très familial aussi comme jeu, très joli matériel, ça plaira beaucoup aussi aux jeunes avec ce type de matériel. C'est pas du tout compliqué à comprendre, vous pouvez très vite commencer à jouer. Vous avez un niveau de difficulté supplémentaire au dos de petits tableaux. Et donc voilà, très très bon jeu aussi qui plaît beaucoup et qui vous permet d'aborder déjà des choses un petit peu plus complexes. Un bon petit jeu de société moderne tel qu'on les conçoit aujourd'hui. Alors mon dernier jeu de ma liste des 10, mon 10e, c'est un gros jeu. Alors là pour le coup qui va demander de l'investissement mais qui vaut le coup si vous êtes déterminé à aborder un jeu de société moderne un peu plus complexe et velu, comme on dit dans le, dans le jargon du jeu de société. Vous pouvez essayer de vous attaquer aux ruines perdues de Narak. Alors, les ruines perdues de Narak, c'est un jeu de Yellow Expert. Ça reste néanmoins, je trouve, quand même un familial plus, ce qu'on dit, c'est-à-dire qu'il peut se jouer en famille néanmoins. Il se joue de 1 à 4 joueurs pour des parties de 30 minutes par joueur. Donc là, dans les jeux plus complexes, vous voyez qu'on n'a plus un temps de partie, on a un temps de partie par joueur.
Donc si vous jouez à 4, vous allez mettre 2 heures parce que chaque joueur va avoir un certain nombre d'actions à faire, il va réfléchir à ses actions, ça va prendre du temps. Donc on considère qu'il y aura 30 minutes par joueur. C'est un jeu de Min et Elwen. Et donc c'est un jeu d'aventure, un petit peu à la Indiana Jones. Voilà, donc vous avez un très très grand plateau, alors prévoir de la place, un grand plateau, des plateaux de joueurs autour, beaucoup de matériel, très joli matériel. Vous êtes des explorateurs donc qui allez découvrir la trace d'une glorieuse civilisation sur une île inconnue. Donc vous allez, alors dans ce jeu, vous avez différents mécanismes en fait, du jeu de société moderne et c'est en ça aussi qui est très intéressant. Vous avez du deck building, donc vous allez partir avec un certain nombre de cartes, mais vous allez pouvoir acheter des cartes supplémentaires qui sont ici dans une rivière de cartes que vous allez dévoiler au fur et à mesure. Vous allez pouvoir acheter des nouveaux objets, des artefacts, vous allez pouvoir acheter des jetons, enfin des cartes qui vont servir à récupérer des jetons pour pouvoir voyager. Donc vous allez petit à petit augmenter, enrichir votre deck personnel de cartes pour pouvoir faire de plus en plus d'actions. Donc partie deck building. Partie placement d'ouvriers. Donc vous avez chacun 2 ouvriers que vous allez pouvoir placer sur des zones d'exploration. Une fois que votre ouvrier est sur la zone, et ben, l'autre ne pourra plus placer son ouvrier ou seulement en 2e position mais il récupérera moins de choses. Donc lors de l'exploration, on va récupérer des tas de petites ressources. Alors vous avez des petites pointes de flèches, vous avez des rubis, enfin du moins des pierres, vous avez des petits parchemins ou des petites tablettes de runes. Donc voilà, beaucoup de ressources, des petites boussoles qui vont vous permettre d'avancer. Donc vous pouvez avancer soit en avion, soit en voiture, soit en bateau, de plus en plus loin. Vous allez pouvoir découvrir des lieux où il y a des monstres. Vous allez pouvoir combattre par moments des monstres. Et ici, vous avez une piste de déplacement avec une loupe et un calepin. Et là, ça va faire la partie exploration. C'est par ici que vous allez essayer de remonter jusqu'à découvrir la cité perdue. Donc, au fur et à mesure que vous allez acquérir des ressources sur ce plateau ici, et grâce à votre deck de cartes, vous allez pouvoir monter aussi dans la piste d'exploration et découvrir, si possible, en premier la cité perdue. Et ensuite, on va compter, pareil, c'est une victoire sur un système de points. Donc, en fonction de tous les points que vous aurez accumulés grâce à tout ce que vous aurez récolté ici, vous gagnerez ou pas la partie. Voilà. Donc, vous avez également votre petit plateau individuel de joueurs. Donc, c'est un jeu qui... Et alors c'est très rejouable, parce que vous avez un site dédié au jeu Les Ruines perdues de Narak et sur le site vous avez déjà deux extensions à charger avec des difficultés plus importantes que la difficulté de base du jeu. Vous avez une campagne solo. Donc si vous voulez jouer uniquement en solo, vous avez une campagne solo à télécharger, que vous pouvez télécharger les cartes et les imprimer, ou vous pouvez aussi jouer avec une application qui vous permet de... En fait, ça vous lit les cartes, enfin, ça vous affiche les cartes sur votre écran à la place de les imprimer si vous n'avez pas le matériel pour les imprimer ou l'envie de les imprimer. Donc, une campagne solo qui s'appelle « À la recherche du professeur Cutil ». Et puis, en plus, il y a une extension qui va sortir prochainement avec des plateaux de jeu qui seront différenciés. C'est-à-dire qu'à la place d'avoir tous les mêmes plateaux de jeu, vous allez avoir des plateaux de jeu avec des personnages différents, donc ce qui va donner un jeu asymétrique. C'est-à-dire que vous n'aurez pas les mêmes capacités de départ que votre adversaire ou vos adversaires. Vous aurez par exemple un aventurier, l'autre aura plus un scientifique, et chacun auront des capacités différentes et commenceront le jeu avec des objectifs, des capacités différentes. Voilà, donc encore plus de rejouabilité puisque vous pourrez choisir à chaque fois votre personnage en début de jeu et vous n'aurez pas la même façon de jouer suivant le personnage de départ que vous avez choisi. Donc rendre rejouabilité, beau matériel, thème qui est quand même très universel. Alors la seule chose, c'est que c'est un jeu qui nécessite quand même un peu d'investissement dans l'apprentissage des règles. Voilà, donc la personne qui a décidé de jouer à ce jeu avec son entourage devra quand même passer du temps avant de pouvoir l'expliquer aux autres et faire quelques parties solo. Et là, c'est tout l'avantage du fait du mode solo pour vraiment se familiariser avec le jeu. Et vous verrez que si ça paraît un peu complexe, les règles,
quand vous les lisez, très vite quand vous aurez fait 2 parties, ça vous paraîtra ultra simple. En fait, c'est très fluide, très facile, mais bon, il y a beaucoup d'actions, donc c'est pour quelqu'un qui débute, c'est pas évident de se dire il va falloir que je fasse toutes ces actions-là en même temps, c'est un peu perturbant. Mais une fois qu'on l'a fait en pratique 2-3 fois, vous verrez que ça vous paraîtra très simple et ça sera beaucoup plus facile à expliquer. Mais bon, voilà, ça nécessite quand même un investissement de temps avant de pouvoir commencer à y jouer. Il ne faut pas ouvrir ce jeu et lire les règles ensemble parce que ça, c'est sûr que ça ne marchera pas. C'est évident. Vous avez sur YouTube pas mal de vidéos aussi qui expliquent le jeu si vous voulez vous y référer à la place de lire. Mais bon, il n'en reste pas moins qu'il faudra quand même que vous lisiez attentivement les règles. Voilà, c'est pour ça que ce jeu est qualifié d'expert. Parce qu'il y a surtout beaucoup d'actions à faire, donc c'est complexe pour un joueur débutant, mais ça vaut vraiment le coup de l'essayer. Alors j'avais dit 10 plus 2, donc je vous ai présenté les 10. Pourquoi plus 2? Parce que les 2 qui restent, ce ne sont pas des jeux qui peuvent se jouer en solo. Donc ils sortent un peu du cadre de mes explications habituelles, mais néanmoins ce sont 2 jeux familiaux aussi, qui sont aussi des jeux passerelles très intéressants à jouer. Donc je vais quand même vous les montrer rapidement. Donc c'est 2 jeux qui viennent de sortir aussi, hein, qui sortent pour Noël. Donc le premier c'est l'Empire de César. L'Empire de César qui est un jeu de Synapse Games, Holy Grail et Synapse Games. Un jeu de Mathieu Potvin, illustré par Alexandre Bonvalot et Joël Drance, qui se passe dans l'univers d'Astérix et Obélix, bien qu'il n'y a pas Astérix et Obélix dans le jeu, mais de nombreuses rumeurs disent qu'il y aura bientôt une extension avec Astérix et Obélix, donc on verra ça, mais pour l'instant il s'agit juste de jouer des légionnaires qui vont conquérir le bassin méditerranéen. Donc c'est un jeu de conquête, hein, donc on n'a pas encore, je vous ai pas encore présenté de jeu de conquête, donc aussi thème assez largement utilisé dans le monde du jeu de société moderne, des jeux de civilisation et de conquête. Donc ici un jeu de conquête très familial, vraiment pour débuter. Donc vous êtes des légionnaires, donc ça ne peut pas se jouer en solo. Donc vous êtes forcément minimum 2, c'est de 2 à 5 joueurs pour des parties de 30 à 60 minutes et à partir de 10 ans. Donc, en apparence assez simple, néanmoins très stratégique. Alors, donc vous allez avoir des troupes de légionnaires, vous allez partir de Rome et vous allez construire des routes pour aller coloniser les différentes villes du bassin méditerranéen. Donc, vous allez partir et poser des routes en posant vos troupes de légionnaires. À chaque fois que vous allez arriver à une ville, vous allez pouvoir récupérer les ressources de la ville et accaparer le jeton de la ville en question qui va vous rapporter des points. Et à chaque fois, vous allez devoir revenir à Rome pour informer César de votre avancée. Et lorsque vous allez revenir, vous allez compter des points en fonction de la couleur des troupes qui se trouvent sur le chemin. Donc si vous avez emprunté pour aller sur cette ville et que vous êtes bleu, un chemin qui a déjà été ouvert par les violets, eh bien en revenant, vous allez vous donner des points, mais vous allez également donner des points aux violets qui vous ont servi puisque vous êtes passé par leur route. Donc petit à petit, stratégiquement, c'est assez complexe parce qu'il va falloir essayer d'avancer sans donner trop de points aux autres et en récupérant le maximum de points pour soi et de ressources pour soi également. Donc vous avez un plateau de joueurs avec vos ressources que vous posez. Là aussi, suivant le type de ressources que vous allez récupérer, vous allez faire plus ou moins de points, suivant que vous en faites des collections. Donc il y a une collection d'ensemble de ressources. Et un jeu de conquête de territoire. Voilà, donc très, très agréable en famille aussi, très stratégique malgré tout. Très intéressant, jeu dans l'univers d'Astérix et Obélix. Et dernier jeu passerelle dont je voulais vous parler aussi, parce que c'est quand même un petit événement, il s'agit de Seven Wonders Architect. Donc il se situe dans l'univers de Seven Wonders, un jeu aussi mythique parmi les jeux de société moderne, mais un jeu qui se jouait seulement à partir de 3 joueurs, et puis qui est très quand même complexe à aborder lorsqu'on est un joueur débutant, parce qu'il y a beaucoup de mécanismes complètement différents de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc Antoine Boza, qui est l'auteur du jeu, qui est édité par Repos Productions, a eu envie d'en refaire une mouture qui soit vraiment accessible à des joueurs
débutants qui puissent se jouer en famille et qui permettent peut-être d'accéder par la suite à l'autre Seven Wonders et au Seven Wonders Duel, puisqu'il existe aussi une version duel à 2 joueurs. Donc ici, Seven Wonders Architect se joue de 2 à 7 joueurs. Donc encore une fois, pas de solo. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans les 10 principaux. À partir de 8 ans et pour des parties de 25 minutes. Alors, le thème du jeu, c'est exactement le même que celui de Seven Wonders. C'est-à-dire qu'on doit construire des merveilles. Hein. Seven Wonders, c'est les 7 merveilles du monde. Donc on doit construire des merveilles en récupérant des ressources. Et à l'aide de ces ressources, on va pouvoir petit à petit construire chacun notre merveille. Dans le jeu Seven Wonders, il y avait un mécanisme de draft qui était très novateur à l'époque. Donc le draft, je vous invite également à aller voir ma vidéo correspondante pour savoir ce que c'est que le draft. Le principe du draft, c'est qu'on ne va pas recevoir une main de cartes au hasard. On va pouvoir constituer notre main de cartes en piochant dans une main de cartes générale à laquelle tout le monde va avoir accès, chacun l'un après l'autre, et va prendre dedans ce qui l'intéresse. Non seulement ce qui l'intéresse, mais ce qui peut aussi handicaper les autres joueurs. Donc beaucoup plus d'interaction avec ce mécanisme. Donc dans ce jeu-ci, comme il est plus aussi adapté aux plus jeunes, il n'y a pas ce système de draft exactement, mais vous avez un système où vous allez pouvoir accéder à votre propre paquet de cartes, mais aussi à un paquet de cartes qui va être accessible à tous, et également au paquet de cartes de votre voisin. Donc à chaque fois que vous allez jouer, vous allez pouvoir prendre une carte de votre paquet, une carte de votre voisin ou une carte inconnue. Voilà, donc un petit peu cette reproduction du système de draft, mais en plus simple. Et ainsi va se constituer donc un ensemble de cartes qui vont lui permettre ensuite, grâce à des ressources, de construire sa merveille et de marquer des points de victoire, toujours pour avoir le maximum de points de victoire avant la fin de la partie. Le matériel de ce jeu est très très beau. Il y a ce qu'on appelle des game trays en plastique dans lequel chacun a l'ensemble de son deck et de sa merveille. Donc toutes les merveilles sont différentes, on peut choisir celle qu'on a envie de construire. Donc chacun va avoir des objectifs différents puisque chacun va avoir une merveille différente à construire avec des choses différentes à acquérir pour la construire. Bref, un jeu qui vraiment permet, avec des règles simples, mais qui permet néanmoins vraiment de commencer à s'initier aux jeux de société modernes et avoir envie de creuser, d'aller vers des choses ensuite plus complexes. Donc vous voyez, beaucoup de jeux passerelles qui sortent en ce moment. Il y a vraiment un gros développement du jeu de société en ce moment. Je pense depuis le confinement, beaucoup de gens ont découvert ces jeux de société modernes. Et du coup, ça a donné envie aux auteurs de faire des jeux plus passerelles qui permettent vraiment d'introduire les mécanismes pour que les gens ne soient pas perdus. Parce que c'est sûr que si on essaye tout de suite de jouer à des gros jeux, c'est pas la peine. Quand il y a 50 pages de règles et 3 kilos de matériel, ça va décourager même les plus courageux. Donc il faut vraiment y aller progressivement. Et là, en ce moment, vous avez la chance qu'il y a énormément de jeux qui sortent, qui sont sur ces principes de passerelle, de jeux aux règles simples, accessibles même à des jeunes, qui vont pouvoir ensuite avoir envie de découvrir des jeux plus complexes et peut-être un petit peu lâcher leur téléphone et leurs jeux vidéo. Ce qui serait aussi pas trop mal. Et puis en plus, voilà, la convivialité aussi qu'il y a dans les jeux de société, c'est quand même autre chose. Donc faut espérer que tout ça, ça se développe. Et en ce moment, c'est vraiment en train d'être le but de beaucoup, d'essayer de partager ça au plus grand nombre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc je vous rappelle en commentaire, mettez-moi le jeu que vous avez envie de vous offrir et de jouer à Noël. Et puis je ferai ce petit tirage pour vous envoyer ce petit chéquier de bons de réduction que je posterai lundi matin à la première heure aux gagnants. Voilà, je vous dis bonne fin de journée, bonne préparation des fêtes de Noël et je vous dis à très bientôt sur Ludisolo.